je suis d'ethnie soninké, donc je suis un des initiateurs de Gambana Rofede, et qui est un mouvement qui veut dire soyons tous pareils. Et je suis depuis 2016, 18 décembre 2016, président d'AREMPES, qui est Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage et ses séquelles. Donc, je suis en France depuis septembre 2004. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de votre lutte, là, à partir de quel moment, la conscience qu'il y avait un vrai problème social sur lequel il fallait une réponse active et politique, à partir de quel moment est-ce que cette conscience a émergé et un peu comment ça s'est passé? Alors, à titre personnel, cette conscience a émergé d'abord dans un environnement qui est une société très hiérarchisée. Parce que nous, la société soninké, et je précise que l'entité soninké, quand même, c'est une entité transfrontalière. Donc on trouve de soninké au Mali, en Gambie, au Sénégal, donc je crois que vous connaissez ça. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on est une société qui est fortement hiérarchisée. Et il se trouve que dans la vie de tous les jours, des fois on entend ou on voit certaines injustices liées à cette problématique-là de caste, d'esclavage. Et au niveau mauritanien, il y a eu des injustices qui se sont passées dans les villages, même dans les caisses des villages ici en France. Mais ce qui a traumatisé, l'élément qui a traumatisé la communauté soninké en Mauritanie, c'était en 92, sous le régime de Oultaya, quand ils ont limogé un ministre qui s'appelle M. Timera. Et quand ils l'ont limogé, donc la rumeur courait qu'ils l'ont limogé parce qu'il est d'extraction servile. De ce fait, il ne peut pas représenter la communauté soninké. Et donc, pour représenter la communauté soninké, il faut être d'extraction nobiliaire. Je crois que c'est ce fait divers-là, ou cet élément-là, pour parler ainsi, je crois que ça a traumatisé la communauté soninké. Pourquoi ça a traumatisé la communauté soninké? Parce que de nos jours, on en parle à chaque fois quand on parle du système de caste, d'esclavage, donc on en parle. Donc je crois que c'est... Et même ceux qui avaient d'abord naïvement cru qu'avec l'évolution de la société, avec l'instruction, avec la scolarisation, ça va disparaître avec le temps, comme d'autres tares d'ailleurs, et se sont rendus compte qu'il fallait s'organiser. Et je crois qu'à titre personnel, et c'est là où cette fibre-là, cette sensibilité à la défense des droits de l'homme, à la défense de la dignité a germé en moi. Voilà, donc je crois que à titre personnel, voilà. Mais il n'y avait pas une entité soninké créée en Mauritanie pour dire on va lutter contre les pratiques de l'esclavage, c'est ce qu'elle. Et c'est arrivé en France où cette entité-là qu'on a pu mettre en place. Mais avant, il y avait une autre entité en 2008, mais ça c'est avec l'avènement de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qui s'appelle AMES, Association mauritanienne pour l'éradication de pratiques de l'esclavage et ses séquelles. D'accord. Et ensuite? Et quand on est venu ici, l'élément déclencheur, bon, ça c'est à titre personnel. Maintenant, en ce qui concerne l'entité AREMPES, qui est l'association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage, l'idée a germé quand, dans les années 2005, si j'ai bonne mémoire, il y avait un érudit malien qui était basé à la Mecque. Ce qu'il faut savoir d'abord, que dans la communauté soninké, l'esclavage a été considéré comme une valeur. Et d'ailleurs, certains hommes politiques essaient de le justifier en disant c'est juste la répartition du travail. Je ne suis pas d'accord là-dessus, bien évidemment. Et quand cet érudit soninké qui s'appelle Mohamed Khoumba Touré, quand il a fait ses audios, des audios qu'on trouve sur YouTube d'ailleurs, pour qui comprennent soninké, il légitime en fait cet esclavage intracommunautaire. Il est légitime. Et après avoir écouté ces audios, certains m'ont fait la confidence que quand ils ont écouté les audios de Mohamed Khoumba Touré, qu'ils ont eu un doute dans leur foi, qu'ils ont eu un doute dans leur croyance. Parce que une des moralités de ces audios, c'est que ceux qui aujourd'hui, leur grand-père ou arrière-grand-père est esclave, pour qu'ils puissent être parfaits musulmans, il faut qu'ils s'ennoblissent. Il faut qu'ils partent voir les prétendus maîtres de leurs parents, payer l'argent pour être nobles.
Et je crois que ça a bouleversé, c'est l'élément qui a bouleversé. Et nous nous sommes dit, avant il y avait des profanes qui tenaient ces discours-là. C'était des profanes qui essayaient de justifier cette abomination intracommunautaire. Maintenant que c'est un érudit de surcroît basé à la Mecque qui tient cet argumentaire-là et de surcroît qui est audible et que tout le monde met en pratique ses recommandations, ses enseignements, nous nous sommes dit, eh nous qui sommes d'extraction servile, on devait nous organiser à travers une entité et assumer le débat, quoi que ça nous coûte. Parce que c'est un débat quand même, pour s'y engager, c'est pas évident. Donc il faut, voilà, on sait qu'il y a trop de pesanteur sociale. D'abord notre propre famille, notre propre environnement immédiat, et qui fait que c'est pas donné à tout le monde de s'engager dans cette lutte-là. Donc nous sommes organisés à partir de 2008. On a commencé à faire des réunions de foyer en foyer. Dans beaucoup de foyers mauritaniens ici, que ce soit le foyer de Belleville, de la commanderie, de Riquet, comment il s'appelle, Félix Faure. Voilà, on a fait des réunions dans tous ces foyers-là pour sensibiliser les gens. Pour dire, il y a une tare dans la communauté et elle est loin d'être une valeur. Et que c'est une menace pour la concorde, pour la paix et pour la fraternité réelle tout court. Parce que si dans une entité, on a certains qui sont assignés en tant que sous-hommes depuis des siècles, un jour, ça va trop fermenter que ça va exploser un jour. Ça, nous avons prévenu. Donc, quand vous partez sur Cridem, tous nos écrits que nous avons faits, toutes nos publications que nous avons faites, va dans le sens là, préserver la paix sociale en nous réformant. Chacun d'entre nous devait se réformer. Et pour se réformer, le seul chemin, c'est un changement de mentalité. Donc, ce qu'RMPS et Gambanaro demandent en réalité, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. Parce que nous, dans notre combat, nous n'avons que notre discours et notre attitude. Donc l'attitude que nous adoptons, nous qui sommes membres du mouvement Gambanaro, nous qui sommes membres d'RMPS, et le petit détail est que ceux qui ont suscité ces débats-là, ceux qui ont mis à la lumière ces débats-là, pardon, sous les projecteurs ces débats-là, ce sont ceux qui sont d'extraction servile, ce sont ceux qui sont victimes de cette injustice-là. Donc, de ce fait, on a assumé, c'est un destin. Donc, il faut que les choses y changent. Maintenant, quand on est des statuts esclaves dans la communauté soninké, vous pouvez avoir toutes les qualifications du monde. Vous pouvez être riche, vous pouvez être peintre, vous pouvez être commandant, vous pouvez être préfet. Vous avez toujours cette étiquette-là. C'est pourquoi, très souvent, j'utilise le mot assignation. Donc, pour revenir en 2008, quand on a fait suffisamment de sensibilisation, on a jugé nécessaire de déclarer l'association à la préfecture. Donc, on a jugé nécessaire de déclarer l'association à la préfecture qui s'appelle RMPS. Donc, là, à travers RMPS, on a mis en place un plan d'action, on a commencé à faire des conférences, on a commencé à distribuer des tracts, on a commencé à mettre des choses en place, même du côté de la diaspora mauritanienne en Espagne, pour dire qu'on ne peut pas se taire sur une terre pareille parce que l'avenir de la communauté soninké en dépend. Et comme on sait que c'est un sujet très sensible, qu'il y a des pressions de part en part, à partir de 2014, RMPS ne pouvait plus mobiliser comme avant. RMPS ne pouvait plus mobiliser parce qu'il y a eu trop de pression, il y a eu trop de menaces, il y a eu trop de chantage, notamment de chantage affectif, de chantage relationnel. Et à partir de 2016, quand j'étais secrétaire, c'était M. Dr Koné qui était président. Donc moi étant secrétaire, j'ai jugé nécessaire de redynamiser RMPS, de telle sorte qu'on puisse se mobiliser comme les premières années, qu'on puisse quand même sensibiliser les gens. Et c'est pourquoi j'ai créé à travers l'application WhatsApp Gambanaro Fede. C'est pour réunir tous les mouvements abolitionnistes soninké, pour redynamiser le combat, mettre le combat à bout de jour, parce que la politique de l'Autriche, c'est ce qui nous a amené au Mali, là où le Mali est. Si la communauté soninké aujourd'hui au Mali va de tragédie en tragédie, c'est que ça a été trop longtemps tabou. Voilà, grosso modo, en ce qui concerne voilà, notre lutte, un tout petit peu la genèse de notre lutte. Et au tout début, je précise quand même qu'on a approché certaines érudits soninké
qui tenaient le même argumentaire que nous. Mais on a compris, du fait que c'est ce mouvement-là, du fait que cette problématique vient des gens d'extraction servile, donc beaucoup, par complexe, n'ont pas voulu nous rejoindre. Même s'ils nous rejoignent, ils essaient quand même de nuancer le combat, donc avec une subtilité. Juste pour comprendre, pour un Français ou un Européen moyen qui ne comprend rien à la subtilité des rapports entre groupes et castes dans le Soninké, qu'est-ce que ça... Est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce que c'est que l'esclavage dans la société Soninké? Parce qu'il n'y a pas de traite, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'échange. Donc ça se donne comment réellement dans la vie de la communauté? C'est très important comme question. D'ailleurs, c'est une question itérative qui revient souvent. On dit, oui, il n'y a pas de parc humain, il n'y a pas de... on ne capture plus, donc il n'y a pas d'esclavage. Je crois que la définition qu'a donnée la Société des Nations dans les années 30 de l'esclavage, je crois que les chercheurs en sciences sociales devaient la faire évoluer. Parce que je crois que c'est une définition qui amène à être évoluée. Dans la communauté soninké, on dit esclavage coutumier. On dit esclavage par ascendance. Certains anthropologues ou chercheurs en sciences sociales disent que le terme est journalistique. Donc ils ne la veulent pas. Donc ils ne veulent pas de ce terme-là, soi-disant esclavage par ascendance. Mais chez nous, c'est l'esclavage coutumier. Et ceux qui sont aujourd'hui descendants de ces esclaves-là, leurs ancêtres ont vécu ce que c'est que la représentation commune fait de l'esclavage. La représentation commune que l'on fait de l'esclave, c'est quelqu'un qui travaille sans repos, sans salaire, qu'on humilie, qu'on peut vendre, qu'on peut échanger. C'est que nos ancêtres, ils ont vécu ça. Et je crois que c'est suffisant d'ailleurs. Pourquoi nous autres descendants devons vivre ça à nouveau? Donc voilà, donc ça a évolué jusqu'à créer un statut d'esclave. Donc il y avait la violence, maintenant il n'y a pas la violence. De cette violence-là est sorti un statut d'esclave, donc qui est héréditaire. Donc, par exemple, moi, mon arrière-grand-père était esclave, je suis parqué comme esclave. Je dois avoir un master 2 en pluridisciplinaire, en pouvoir, discours, société. Je dois avoir une licence en anglais. Je dois avoir une licence d'anthropologie. Je dois être chercheur qui publie beaucoup de livres, d'excellents livres. Mais l'étiquette, il est là, il est esclave. Pourquoi? Parce que c'est la société qui est répartie ainsi. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas de la violence ne veut pas dire que ça pas son lot de malheur. Cette répartition-là a son lot de malheur. Pour s'en rendre compte, il suffit que l'élément esclave essaie de se soustraire de son statut. D'abord, on le fera comprendre que si tu es dans ce village, parce que ton arrière-grand-père est esclave, on te rappelle que tu es esclave. C'est ça au Mali. Au Mali, par exemple, tous ces gens qu'on agresse, c'est parce qu'ils veulent couper le lien avec leurs anciens maîtres, à travers cette relation qu'on appelle le ladal-mao. Le ladal-mao, c'est quoi? C'est que quand il y a une manifestation sociale, c'est le maître, l'esclave y va. Généralement, c'est comme ça se passe. Dans certains villages, quand il y a la fête, la famille esclave pratiquement va passer 3-4 jours dans la famille du maître. Ça se passe dans le Kingi. Donc c'est le fait que ces gens ont rompu ce lien-là qu'il y a eu des représailles. Il y a eu des représailles. D'abord, certains, ils ont été tabassés publiquement, certains ont été humiliés, certains ont été expulsés du village, jusqu'à l'apogée qu'on a connu ce 1er septembre 2020 avec la militants. Donc voilà, grosso modo, schématiquement, comment se passe l'esclavage dans la communauté soninké. Maintenant, il y a des survivances, dans le Kingi, dans certaines localités soninké du Mali, ou encore des gens partis cultiver. Par exemple, parmi les 4 militants qu'on a tués au Mali le 1er septembre à Djandjoumé dans le cercle dans la commune de Gogi, dans le cercle de Nioro, par exemple, le vieux Djarisso payait 1000 francs en échange du travail qu'il n'a pas fait pour son maître. C'est-à-dire qu'il était censé aller cultiver pour son maître, mais il était dit, tacitement reconnu, que celui qui ne va pas plus cultiver pour son maître paye 1000 francs. Donc voilà, donc c'est quand Djarisso a coupé tout ça qu'il a commencé à avoir des animosités. Donc, et puis cet esclavage aussi dans la communauté soninké,
se manifeste aussi par la mésalliance. C'est-à-dire, par exemple, l'élément esclave qui veut épouser une fille d'extraction nobiliaire, on a vu, ça a créé des tensions dans beaucoup de villages. Même récemment, vers le mois d'août, ça s'est passé dans un village. Hein, donc, où les deux tourtereaux sont obligés de venir se réfugier en Mauritanie, après retourner vers le Mali. Donc, ça c'est aussi un aspect de l'esclavage, de la manifestation de l'esclavage dans la communauté soninké. Et là où le contraste est plus saisissant, c'est quand il y a un enjeu important. Par exemple, quand on veut être maire, quand on veut être député, quand on veut être président de région, c'est là où on voit la face agressive et tragique de la féodalité soninké. C'est-à-dire, tant que l'élément esclave n'essaie pas de se soustraire de son statut, tout va bien. Vous allez rentrer dans le foyer et sortir, vous ne savez pas qui est qui. Mais dès que l'élément esclave essaie de se soustraire de son statut, là, ça crée des conflits, ça crée des tensions et ça cause même des meurtres. Donc, on a vu beaucoup de champs détruits au Mali, on a vu des gens expulsés, on a vu des maisons détruites au Mali, juste parce que l'élément esclave dit « je ne veux plus de mon statut d'esclave ». Donc, si l'esclavage n'existe pas dans la forme traditionnelle représentative, dans la conscience collective, voilà, comme la traite par exemple, mais l'esclavage dans le milieu soninké devait avoir l'attention des chercheurs et des anthropologues. Parce que, comme je dis, cette définition qu'on a donnée ou que la Société des Nations nous a donnée dans les années 30 ne couvre pas tout l'aspect de la tragédie. Parce que la tragédie, n'oublions pas qu'elle est régionale, qu'elle a changé en fonction du temps et de l'espace. Les images les plus frappantes que j'ai vues d'agression contre des familles dites d'esclaves, c'était de Darfour, c'était il y a 2-3 ans, sur la question de la terre. Il y avait un problématique de terre. Donc, j'étais frappé effectivement par la violence de la réaction, parce qu'on avait pris ce qu'on voyait dans les photos, c'était des vieux qui étaient tabassés, des bébés qui étaient tabassés, que ça avait devenu très exacerbé. Non, c'est pas à Darfour. À Darfour, il y a eu des bagarres, mais il n'y a pas eu de tabassage. Les photos que vous avez vues, sûrement ça doit être à Mambri. Ça doit être à Mambri au Mali. À Darfour, il y a eu des bagarres, il y a eu quelques essaforés, mais c'est pas allé loin jusqu'à... Voilà. Je vais vérifier mes sources. Oui, voilà. C'était à Mambri parce que mon chargé de communication il est de Darfour. Donc voilà. Mais il y a eu des problèmes là-bas. Il y a eu des sérieux problèmes à Darfour. Ça a failli basculer tragiquement. Il faut dire les choses comme ils sont. Mais côté mauritanien, il n'y a pas eu de sang versé. Il y a une seule bagarre au tout début de Gambanaro. C'est là où nos membres ils ont fait la prison. Et il y a eu d'autres bagarres, mais ça c'était des bagarres, voilà, pas trop méchants, parce qu'il n'y a pas eu de sang versé. Mais là où on a frôlé le pire en Mauritanie, c'était pendant les élections présidentielles. Là, on a frôlé le pire, effectivement, parce que c'était des enfants qui étaient partisans de Biram Ould-Ahmed et qui partaient dans le village de Hamdallah, Hamagé, connu Hamagé. Donc c'était des enfants qui enlevaient les photos de Khazouani sur les maisons des féodaux. Et il y en a qui s'est préparé en conséquence avec une carabine. Donc il a tiré à bout portant sur les deux enfants, donc qui ont eu beaucoup de chevrotines dans le corps. Et là, on a frôlé le pire. Voilà, là, on a frôlé le pire. Je parle de la Mauritanie, là. Mais ce qui est choquant et révoltant dans l'histoire, c'est que ça a été étouffé. L'affaire a été étouffée. Même les parents de la victime, quand ils ont pris un avocat, l'avocat avait du mal à trouver le fond du dossier. Donc c'est pour dire que même l'État est complice. Parce que tout ça, on sait sur quoi? C'est sur fond de ce débat social-là. Sinon, je ne vois pas en quoi des enfants qui viennent à lever une affiche, vous le tirez à bout portant. Donc voilà, c'est un des éléments tragiques qui s'est passé côté mauritanien. Voilà, c'est une des questions que je voulais vous poser, c'était un peu les rapports que Gambanahou
vous avez développé ou pas avec les mouvements anti-esclavagistes en Mauritanie. On pense à l'IRA, effectivement, et SOS Esclaves, tous les mouvements autour des Aratines qui luttent contre des phénomènes similaires. Vous avez pu constituer des échanges? Oui, on a constitué des échanges parce que, vous savez, Gambanaru aussi, c'est un réseau associatif. Je vous ai parlé de AMES, donc AMES fait partie de Gambanaru. Et il y a une autre association qui est IVEDES, qui est Union des volontaires pour le développement de Sonikara et des bonnes actions, qui est aussi membre du réseau Gambanaru. Donc, IVEDES, ils sont très proches de IRA. Ils sont très proches de IRA. Donc, à travers eux, donc, la connexion est créée entre IRA et Gambanaru. Et moi-même, j'ai des relations personnelles, comme mon chargé de communication aussi a des relations personnelles avec Biram. Donc, généralement, quand il fait se communiquer, il me les envoie en privé. Donc, voilà. Mais l'élément le plus saisissant, c'est, peut-être on reviendra sur la question, je le développerai par la suite, c'est que IRA a été audible. On va dire c'est une des premières ONG à être audible à notre cause. Parce que quand j'étais secrétaire général d'ARMPS, quand l'honorable député Biram Dahabed venait ici, je le voyais, j'ai discuté avec lui. Donc il nous encourageait, donc il nous donnait des conseils. Donc ça veut dire que les liens ont été créés depuis que j'étais secrétaire général d'ARMPS. Devenu président avec l'avènement de Gambanaru, donc la relation s'est très renforcée. Donc à chaque manifestation d'IRA, on est présent. À chaque fois qu'on a un procès, on est conseillé, on est soutenu par IRA. Par exemple, pas plus tard que la semaine passée, donc l'honorable député veut faire une tournée au Guidimara. Donc il y a les cadres de Gambanaru qui sont partis le voir, discuter avec lui pour mettre en commun qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour la tournée. Et par rapport à SOS Esclaves, oui, parce qu'on est très proche des SOS Esclaves à travers ces cadres, parce qu'on a même été invité lors d'une des campagnes qui s'appelle Ane Hartani Mani Barani. Donc le secrétaire général d'ARMPS qui est Traoré Abdullah a été invité, il était présent. Donc le lien il est là, et le premier procès que les abolitionnistes soniques ont tenté contre un des apologistes, M. Tapa Coulibaly, c'est avec le soutien de tout le monde, avec le soutien des esclaves, des IRA et même de, comment il s'appelle, le président du discours qui lutte contre le discours extrémiste là. Comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Donc il y a une autre entité là-bas qui est contre le discours extrémiste, contre l'esclavagisme et l'extrémisme. Et lui aussi, ils étaient présents, donc on était soutenus. Le procès a été porté par les abolitionnistes soniques. Donc, on va dire par Gambanaru, avec le soutien d'IRA, avec le soutien des SOS Esclaves. Donc, toutes ces entités associatives-là ont mis à notre disposition qui leur avocat, qui leur conseiller. Donc ça veut dire que le lien, il est là, entre Gambanaru et ces mouvements abolitionnistes. Maintenant, les relations sont à développer parce que l'État mauritanien, on le connaît tous, essaie de jouer à la manipulation, créer des tensions dans telle ou telle entité, ça on le sait. Maintenant, il faut être prudent. Donc, c'est aux entités associatives, que ce soit IRA, SOS Esclaves, IVEDES, AMES, ARMPS ou Gambanaru, d'être prudent face à la manipulation politicienne. D'accord. Alors, Gambanaru est né à partir de la situation spécifique de la communauté soninké. Donc ça veut dire que de tels problèmes n'existent pas chez l'école, chez les Wolofs ou chez les Bambara ou... C'est les Bambara moins. Il y a quelques régions ou quelques Bambara qui sont esclavagistes, mais c'est très réduit, à une échelle très réduite. Mais ça existe, c'est le Peul. Chez le Wolof, ça existe, mais pas d'une façon criarde. Par contre, c'est le Peul, c'est le Soninké, ça existe. C'est les Khassonké, ça existe. C'est les Malinké, ça existe. C'est les Djaranké, ça existe. Voilà, donc... mais pourquoi c'est difficile d'aborder cette problématique-là? Ça a pu être une problématique transcommunautaire, c'est-à-dire que chaque communauté, par exemple, la communauté Peul a commencé à en parler.
avec cette stimulation-là. Parce que Gambanawa, quand même, a stimulé. Parce qu'on voit aujourd'hui, à travers Facebook, des cadres qui, il y a de cela 3-4 ans, nous disaient que ce débat-là, c'est un débat secondaire. Voilà. Aujourd'hui, on le voit à travers Zoom, faire des conférences, des webconférences, et même d'en parler à travers leurs publications. Pour certains, c'est pas très méchant, c'est intracommunautaire, c'est la répartition du travail. Donc, dans chaque communauté, il y a ça. Maintenant, je crois que Gambanawa, à travers Gambanawa, à travers le mouvement de Gambanawa, je crois que les autres communautés peuvent tirer des enseignements. La dernière fois, je participais à un atelier. Le 1er décembre, j'ai participé à un atelier avec certains d'autres collègues chercheurs. Il y avait un Guinéen qui disait, je crois qu'à travers tout ce qui se passe au Mali, il est temps aussi que la communauté Peul de Guinée tire des enseignements pour ne pas pour ne pas vivre ce que la communauté soninké vit aujourd'hui au Mali. Donc c'est pour dire que Gambanawa a stimulé quand même. Donc il a stimulé parce que désormais il y a des conférences sur Gambanawa, il y a des publications sur Gambanawa, il y a des chercheurs qui nous approchent ce sujet de Gambanawa. Donc Gambanawa devient un mouvement stimulant. Et tant mieux, parce que nous ne disons pas que nous détenons la vérité. Donc nous, notre combat, c'est de susciter le débat et dire que ces débats-là, dans toute société hiérarchisée, ces débats ils devaient avoir lieu. Parce que le tabou nous mène à la tragédie. Dans nos sociétés, le tabou nous mène à la tragédie et les tabous nous ont tout le temps mené à la tragédie. Donc nous voulons que ce tabou il saute, qu'on puisse discuter, que nous disons que d'autres codes de valorisation sont possibles, qu'on peut être quelqu'un, un élément valeureux de la société, même si on n'est pas forcément porteur d'un nom de famille, de la chefferie coutumière. L'essentiel c'est d'être utile et nous prêchons que toute différence devait être basée sur l'utilité commune. Maintenant que ce qui compte, maintenant c'est la promotion sociale. Il ne s'agit pas parce que je suis fils de chef, c'est moi qui devais garder l'argent de la caisse, c'est moi qui devais gérer la caisse et je n'ai pas de compte à rendre. Non, c'est dans beaucoup de caisses villageoises aujourd'hui, vous fréquentez le foyer, dans beaucoup de caisses villageoises, côté mauritanien, beaucoup de caisses ont des problèmes, beaucoup de caisses ont des tensions. Il y a même des caisses qui ont été mises sous tutelle. Pourquoi? Juste à cause de cette mentalité-là. Parce que vous êtes des esclaves, vous n'avez pas de mot à dire, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de compte à vous rendre parce que vos pères, ils étaient là, ils étaient nos esclaves, on leur a jamais rendu compte de quoi que ce soit. Donc pourquoi vous venez pour nous dire que ouais, on veut le relever? Pourquoi vous venez dire que vous voulez savoir quel argent est sorti? Pourquoi vous voulez nous exiger un devis pour construire telle mosquée ou pour faire tel hôtel? Donc tout ça, c'est des éléments mis bout à bout. C'est-à-dire côté mauritanien aujourd'hui, pratiquement on peut dire dans chaque village est coupé en deux. Vous prenez l'exemple de Darfour, la Gambanawa, leur référent coutumier. Ceux qui veulent conserver l'ordre ancien, ils ont leur référent coutumier. Ceux qui sont dans Gambanawa, ils ont leur caisse. Ceux qui veulent garder l'ordre coutumier, ils ont leur caisse. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui a causé tout ça? Parce que le sujet, il est resté très longtemps tabou. Et les relations, par moments, sont tellement sensibles qu'il suffit d'une petite étincelle pour que tout bascule. Donc c'est pourquoi je crois que l'une de nos motivations, la motivation de Gambanawa, c'était ça. C'était pas de dire, écoutez, la palme d'or nous revient parce qu'on a suscité un débat dans nos sociétés fortement hiérarchisées. Non, c'est pas là. C'était de susciter un débat pour une réforme sociale. C'était de susciter un débat pour un changement de comportement. Okay. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir de, par exemple, cette histoire de mésalliance, l'impossibilité ou la difficulté de marier si on est amoureux d'une fille d'une autre caste. Les forgerons, c'est pareil, les musiciens, les griots, c'est pareil, les travailleurs du cuir ou de la bouche, c'est pareil. Est-ce que ça bouge de ce côté-là aussi? Est-ce que vous avez des dialogues avec ces gens-là ou est-ce qu'ils sont plutôt... Non, c'est communément la dominante, c'est-à-dire la dominante, et qu'ils se sentent la manifestation qu'ils montrent, bien entendu. Je ne connais pas leur tréfonds, je connais pas leur tréfonds. Donc la manifestation qu'ils montrent, c'est l'indifférence. Mais une indifférence maladroite, parce que c'est une indifférence qui laisse voir en parti pris. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une indifférence maladroite. Parce que en 2017, il y a une réunion à Foyer Doumbé, vous connaissez Foyer Doumbé.
Il y a une réunion là-bas de tous les Nyakamala. Quand Gambanaro a commencé, donc ils se sont réunis là-bas, donc ils ont tenu une réunion secrète. Et quand ils ont tenu une réunion secrète, il y en a un qui ont commencé à dire, écoute, nous sommes de Kambar, nous sommes ni pour Gambanaro, ni pour ceci. Et là, vous avez le porte-parole même de celui, en fait, le doyen qui a convoqué la réunion, qui dit, oui, c'est vrai, nous sommes de Kambar, mais nous savons de quel bord nous sommes proches. Donc c'est une différence maladroite. Ok. Voilà. D'accord. Mais je précise que Gambanaro, c'est pas que pour l'esclavage par ascendance. Donc Gambanaro, c'est pour l'esclavage par ascendance et pour toute forme d'assignation, que ça frappe les forgerons, les cordonniers, et voilà. Même si ça frappe la chefferie coutumière, Gambanaro est venu, c'est une réforme sociale. Parce que dans la culture soninké, par exemple, ceux qui sont de la chefferie coutumière ne peuvent pas prétendre à être imam. Voilà, donc il ne peut pas prétendre à faire certaines choses. Donc, c'est-à-dire que c'est cette forme d'assignation, les verrous de ces assignations-là que Gambanaro veut sauter. Donc, quand les gens veulent réduire Gambanaro juste à une seule lutte, non, Gambanaro, c'est pour une réforme sociale. C'est pour que nous soyons tous pareils. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la question de la terre? Parce que j'ai pu comprendre que c'est là-dessus, sur l'usage de la terre, ou l'usage coutumier de la terre aussi, qu'il y a pas mal de tensions qui se sont développées. Oui, pour commencer par le côté mauritanien, la première fois qu'on a fait la journée du 6 mars, la journée du 6 mars que Gambanaro a participé, c'était en 2017. 6 mars 2017. Et lors de la journée, beaucoup de villages ont participé. Beaucoup de villages ont participé. L'explication de la loi 031-2015 relative aux pratiques et séquelles de l'esclavage. Et on a expliqué, certains d'entre nous ont expliqué la loi relative aux fonciers côté mauritanien. Donc en Mauritanie, on dit que la terre appartient à celui qui les met en valeur. Donc la tenure, l'ancienne tenure traditionnelle est abolie depuis 1983. Avant, on disait que la terre appartient à tel groupe ou à telle ethnie. Donc à travers la loi de 1983, on dit que la forme de tenure traditionnelle est abolie. Et qu'en cas de conflit, c'est la même loi qui dit en cas de conflit, si par exemple il y a une entité villageoise, une collectivité qui n'a pas pu s'entendre sur ce foncier-là, la loi prévoit qu'on répartisse équitablement pour la paix sociale. Maintenant, pour revenir à l'entité soninké, c'est que dans la société soninké, c'était des esclaves qui mettaient en valeur les terres. Et généralement, l'esclave, au moment où on répartissait les terres, beaucoup d'esclaves étaient la propriété vraiment manifeste de leur maître. C'est-à-dire que moi, même si j'ai des hectares et des hectares, ces hectares, ils revenaient à mon maître. Même si je veux mettre du papier, même si je veux certifier avec un document administratif cette terre-là, c'est le nom de mon maître qu'on allait mettre là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains villages, dans certains villages, le titre foncier, il est collectif. C'est-à-dire au lieu de dire, ouais, tel monsieur a telle portion, tel monsieur a telle portion, tel non. C'est-à-dire qu'on délimite tout le foncier au nom du village et généralement, on met le nom du chef de village. Généralement, on met le nom de la noblesse soninké, on met le nom de la féodalité soninké. Et maintenant, avec ce conflit-là, certains en ont trouvé un argument tout prêt pour dire, écoute, la terre, ça ne vous appartient pas. C'est que si nous remontons dans l'histoire, il y avait une injustice congénitale dans l'organisation même du village. Parce que l'esclave qui a mis en valeur, il a mis en valeur la terre. Et pour trouver un document, c'est son maître qui va se déplacer au centre administratif pour dire, ouais, cette terre-là, c'est la terre de mon esclave, mais enregistrez-la maintenant. Ça, il faut le prendre en considération. Et il faut prendre en considération aussi que dans certains villages, certains titres fonciers sont collectifs, c'est-à-dire c'est pour tous les villages, même si sur le document, il y a le nom du village. Et pardon, même si sur le document, il n'y a que le nom d'une ou deux familles. Donc voilà, donc c'était l'organisation qui faisait ça. Maintenant, pour revenir au 6 mars, au retour des villages, certains sont partis voir
les familles avec qui ils entretenaient les relations de l'ADA. Le LADA, je l'expliquais tout de suite là. Donc quand ils ont rompu cette relation de l'ADA, la représailles était que nous vous retirons nos terres. Nous vous retirons nos terres, c'est-à-dire un membre de Gambanaro qui dit qu'il n'entretient plus ces relations-là de l'Amaro avec son maître. Donc, il va perdre sa terre. C'est-à-dire on va essayer de lui retirer sa terre. On va essayer de lui tenter d'arracher sa terre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si tu n'aimes pas la coutume, c'est que la coutume te donne, tu le perds. Et nous disons qu'au-delà de la coutume, il y a la République. Que nous sommes citoyens avant d'être sujets d'une entité à échelle réduite, qui est une communauté, en l'occurrence la communauté soninké. Que nous sommes citoyens. L'État nous dit que la terre appartient à celui qui met en valeur. Donc le conflit qui est là dans la communauté soninké, c'est quoi? C'est entre le droit coutumier et les prérogatives de la décentralisation. Donc la loi coutumier dit, par exemple, telle entité c'est le village de Camara, et selon la coutume, c'est eux qui doivent avoir droit de vie et de mort sur telle entité, sauf que ce qui nous permet, nous, d'extraction servile, de respirer à plein poumon, ce sont les droits de la République. Si moi je reste dans cette entité-là, dans cette entité nucléaire soninké, qui me dit que parce que toi tu es Traoré, tu n'as pas droit à la terre, toi tu es Diarra, tu n'as pas droit à la terre, toi tu es Koulibaly, tu n'as pas droit à la terre, alors que la République me donne le droit de demander auprès de l'État la terre du sud au nord, de l'est à l'ouest de la Mauritanie. Donc, en fait, c'est ce qui intrigue l'ordre établi dans la communauté soninké. C'est ce qui intrigue, en fait. Donc, le problème du foncier, au niveau de la Mauritanie, si ça persiste, c'est l'État qui n'est pas sérieux. C'est l'État mauritanien qui n'est pas sérieux. Les lois sont là. Il suffit que nos politiciens, que nos cadres de Guidima arrêtent d'intimider le procureur et les juges de la région de Guidimara. Voilà, parce que en Mauritanie, c'est dans la région du Guidimara où ce phénomène-là est très criard, surtout les mosquées et les terres. Et à chaque fois, on frôle le pire. Chaque fois, on frôle le pire. À chaque fois, au Guidimara, Mauritanie, on frôle le pire de près. On frôle le pire de près. Donc, cette histoire de foncier-là, en réalité, c'est un manque de volonté politique. Sinon, ça peut se régler en un jour. Ce problème de mosquée, pareil. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le même argument qui est avancé. Maintenant, connaissant que... Vous pouvez expliquer le problème du mosquée parce que oui, bon, le problème de mosquée, c'est quoi? C'est que c'est la même logique. Nos villages sont divisés généralement en deux. Jusqu'à récemment, les villages étaient divisés en deux. Horonkani, Komonkani. C'est-à-dire quartier des esclaves, quartier de nobles. C'est le chemin commun des villages soninké. Maintenant, quand ça commence à créer des tensions, bien avant Gambanaro, quand ça commence à créer des tensions, certains villages, ils ont changé. Ils ont commencé à dire, par exemple, Djabankani, Dindinkani, voilà, quartier des figuiers, quartier des machins, voilà. Donc, voilà. Donc, certains villages, quand ça commence à susciter des tensions. Il se trouve que, c'est qu'ils étaient esclaves, ils n'avaient pas la science religieuse. Ils n'avaient pas la science religieuse. Donc, ils n'avaient pas quelqu'un qui peut prier, quelqu'un qui peut faire le bain funéraire, quelqu'un qui peut faire l'attachement quand il y a un mariage, quelqu'un qui peut faire le baptême quand quelqu'un... Voilà. Donc, ça, c'était au tout début. Donc, du coup, c'était la famille maraboutique qui déléguait quelqu'un. C'est-à-dire, il va traverser tous les villages pour venir prier. Et ça a continué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de Gambanaro, ils sont des érudits, ils ont des théologiens, des d'éminents théologiens qui sont diplômés dans le Golfe, qui sont diplômés en Égypte, qui sont diplômés au Maroc, qui sont diplômés en Tunisie. Donc, qui maîtrisent parfaitement la chose religieuse. Mais, avec cet accord tacite-là, quand ils sont venus, donc ils ont accepté le fait établi. Donc, voilà, les choses, ils étaient comme ça. Quand ils viennent, ils se font discrets. Donc, voilà. De temps en temps, quand l'imam titulaire est absent, il prie. Mais avec l'avènement de Gambanaro, puisqu'il y a représailles, puisque vous dites qu'on a laissé le Lada, vous nous retirez la terre, et cette mosquée-là, c'est nous qui l'avons construite, avec notre argent. Donc, si vous nous retirez votre terre parce qu'on a coupé le Lada, dans ce cas, la mosquée qu'on a construite nous-mêmes désormais, on a nos fils, nos petits-fils, nos neveux, qui peuvent faire office de prière. Donc, ça a créé des tensions. Donc, l'exemple le plus illustratif, c'est-à-dire l'exemple qui illustre bien
cette histoire de mosquée, c'est dans le village de Kininkoumou. Dans le village de Kininkoumou, ceux qui sont issus de la féodalité ou de la noblesse soninké, ceux qui ont participé à la construction de la mosquée ne dépassent pas 3 personnes. Et la mosquée a été construite avec un coût de 103 millions ouguiers anciens. Et ce que Gambarao demande, en fait, ce n'était pas d'arracher l'imama. C'était que la forme traditionnelle va subsister, certes, mais il va être secondé par un membre de Gambarao. Donc la féodalité locale a refusé, catégoriquement refusé. Il y a eu des affrontements, la gendarmerie a débarqué, la gendarmerie a passé, c'est pas 48 heures, si j'ai bonne mémoire, dans le village, pour que le calme revienne. Donc comment des gens qui ont cotisé autant de millions pour construire une mosquée se voient discriminés ainsi? L'affaire, avant cela, l'affaire était soumise aux autorités locales. Le gouverneur était au courant, le procureur était au courant, le juge était au courant, comment il s'appelle, celui qui s'occupe des affaires islamiques, il est au courant. Mais tous ces mondes-là ont pris fait aux causes pour la féodalité locale. Donc le deux faits les plus sensibles côté mauritanien, c'est le foncier et l'imama. Et jusqu'à présent, on n'est pas à l'abri. Tant que ce n'est pas réglé, même côté mauritanien, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que les relations sont tellement tendues et que ça risque de basculer. Je déduis de ce que vous dites que le parti pris de l'État, c'est de faire alliance avec la féodalité. Tout à fait, j'assume. Je l'assume à visage découvert. Et je l'ai dit, j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de discuter avec le ministre de la fonction publique, avec le président du conseil régional de Guédimara, qui est ma région et la région de mon chargé de communication, et avec aussi un des conseillers du président Khazvani. Nous leur avons dit, nous leur avons compris qu'il y a un parti pris de l'État. Il y a un parti pris de l'État dans cette histoire. Sinon, c'est facile à régler, il y a les lois. C'est très facile. Côté mauritanien, c'est très facile. On ne conçoit pas un arsenal juridique pour lutter contre une tare, pour la consommation extérieure. Le problème de la Mauritanie, il est là. C'est qu'on met des textes qui sont très complets et très appréciés à l'extérieur. Mais sur le fait, il n'y a rien. Comment on peut condamner, par exemple, comment on peut condamner quelqu'un pour apologie de l'esclavage qui est sous contrôle judiciaire et qui quitte la Mauritanie pour venir continuer le même discours apologiste sur le sol français? On est contrôle judiciaire, sous contrôle judiciaire ou on n'est pas sous contrôle judiciaire. Donc, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Donc, à un certain moment, l'État ne fait pas son jeu, l'État ne joue pas son rôle. Et moi, demain, je ne le souhaite pas, si ça pète dans la région du Guédimara, si ça bascule dans la région du Guédimara, la première entité que j'accuse, c'est l'État. C'est l'État parce que l'État sait très pertinemment qu'il y a des cadres de la région qui terrorisent le procureur. Il y a des cadres de la région qui sont très écoutés par le chef d'État. Et il suffit que ces derniers disent que tel juge ou tel procureur ou tel préfet ou tel chef d'arrondissement, il est changé. Donc même le chef d'arrondissement qui est là, il connaît la loi. Mais plus haut que lui, il est terrorisé. On a des exemples. On a des preuves. Ça, c'est quelque chose que j'assume à visage découvert. Mais il y a un parti pris. Physiquement ou par des pressions politiques ou par des pressions et des chantages. Par des pressions et des chantages. Donc, moi, je suis proche du ministère de l'Intérieur. Vous êtes chef d'arrondissement dans mon village. Je vois que vous commencez à importuner mes parents. Écoutez, vous n'aurez plus de promotion. Ou sinon, je vous fais changer de région. Je vous mets au fin fond de Bassiknou ou même pendant les nominations, on vous oublie. Donc c'est ça, c'est-à-dire en clair, on va le mettre au garage et il va vieillir là-bas sans aucune promotion, il va juste bénéficier de son salaire. Donc les fonctionnaires qui sont en poste, ils ont peur de ça. Ils aussi calculent leur retraite. Par exemple, nous on avait un gouverneur là-bas, on l'a soumis un projet de forage. Un des membres de Gambarao voulait faire un forage. Parce que dans son village, le fait qu'il a refusé de son statut d'esclave, ils l'ont privé de l'eau potable. C'est pas concevable. Et ce monsieur est parti se plaindre au chef d'arrondissement. Pour dire, mais moi, au village, on m'a dit, je ne peux pas utiliser la pompe solaire. Alors que cette pompe solaire-là, l'État y a contribué.
Comment on peut priver un citoyen de l'eau potable? Et ça au-dessus du conseil régional, au-dessus du chef d'arrondissement, au-dessus du gouverneur. Et ce gouverneur-là, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, ben moi je suis proche de la retraite, je n'aime pas avoir de problème, sinon c'est M. Koulibaly qui a raison. Et c'est un gouverneur qui parle comme ça. Donc l'État, il y a le parti pris de l'État, il est manifeste. Vos rapports avec le CVE, les flammes, les mouvements... Le mouvement dit nationaliste. Des nationalistes. Oui, vous savez, ce mouvement dit nationaliste, ils ont une approche particulière par rapport à ce système de caste, au problème d'esclavage. Je crois que c'est là où le débat commence à s'ouvrir timidement. C'est en ce moment même que le débat commence à s'ouvrir timidement. Voilà, sinon avant, quand on était là depuis 2010, certains nous prenaient pour des rigolos. Qu'on salit l'image de la communauté noire, qu'on salit l'image de l'Afrique. Voilà, donc je ne vais pas citer de nom, mais certains nous ont reproché. Et il y avait même un célèbre chercheur, un grand chercheur, un historien mauritanien, une fois qui a fait des reproches à mon sergent de communication. Parce que, voilà. Et c'est... Qui était dans l'idée, il vaut mieux se taire, c'est ça? Ben, pour eux, c'est pas très méchant du moment que c'est entre nous. Donc c'est quand c'est avec les morts, il faut dénoncer le racisme d'État, il faut dénoncer l'esclavage arabo-berbère. Et nous sommes dit non, parce que pour moi, le combat pour la défense des droits et de la dignité humaine, pour moi, je suis profondément convaincu que ça ne se fait pas à la carte. Soit on est militant des droits humains ou on n'est pas militant des droits humains, même si c'est mon père qui porte atteinte aux droits et à la dignité des gens, je devrais le dénoncer. C'est le minimum. Que tout esprit pris d'humanisme peut faire. Le minimum, c'est de dénoncer. Je ne peux pas déplacer les montagnes, mais je peux dénoncer pour dire ce qui se passe, c'est pas normal. Je crois que quand l'être humain est privé de tout, prions au moins qu'il lui reste au moins ça. Alors, comment vous voyez l'évolution? L'évolution, je crois que ce débat-là s'est imposé à l'État, s'est imposé aux États. Le débat s'est imposé à l'État mauritanien, il s'est imposé à l'État gambien, il s'est imposé à l'État malien, il s'est imposé à l'État sénégalais. Parce que dans la sous-région ouest-africaine, aujourd'hui, personne ne peut dire Gambanaro c'est quoi, moi j'ai jamais entendu parler. Non, ça c'est pas possible. Donc la chose a été médiatisée à travers la télé, à travers les conférences, les webconférences, les écrits. Donc voilà. Donc l'évolution de la chose, c'est que d'abord il y a la prise de conscience. Qu'aujourd'hui, ceux qui sont d'extraction servile se sont organisés, se sont levés, ils assument. Ils assument leur combat. Ils font comprendre aux gens que être esclave, ce n'est pas une fatalité. Qu'ils ne sont pas prédestinés à être esclaves, qu'il n'y a pas un patronyme qui est prédestiné à être esclave. Parce que dans la communauté soninké, c'est aussi une question de patronyme. Et l'évolution, à mon avis, on évolue vers une réforme sociale. Parce que beaucoup de signaux sont là. Avant, par exemple, côté mauritanien, dans les cérémonies, dans les rencontres, dans les manifestations villageoises, on faisait l'apologie de l'esclavage. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une rencontre, quand il y a une entité villageoise qui se réunit ici, à chaque fois, généralement, il y a quelqu'un qui va se lever pour dire « je suis esclave ». Alors qu'aujourd'hui, on a vu que les gens prennent des précautions pour tenir un certain discours, prennent des précautions pour ne pas discriminer, prennent des précautions pour qu'il n'y ait pas de tension. Alors qu'avant, tel n'était pas le cas. Par exemple, aujourd'hui, on a vu, au niveau de l'État mauritanien, des nominations qu'on ne voyait pas lors au temps de Oultaya, que ce soit au niveau des préfets, que ce soit au niveau de certains postes politiques. Voilà, mais le seul cliché, c'est que ces nominations sont faites par l'UPR. Généralement, ces personnes-là, ou ces personnalités que l'UPR élit comme député, élit comme président du conseil régional ou comme conseiller,
c'est juste de faire la coloration, bien qu'ils sont d'extraction servile, mais ils sont timides vis-à-vis de notre mouvement, pour ne pas dire loin de notre mouvement. Donc ça, c'est aussi une politique de l'IPR, parti au pouvoir, de casser le mouvement Gambanaro. Et voilà. Vous parlez de conscience, est-ce que ça existe aussi dans le milieu religieux? Dans le milieu religieux, il y a une réflexion sur la question de l'apologie de l'esclavage, de l'esclavagisme? Oui, c'est le milieu religieux, c'est le milieu religieux qui nous a stimulés, c'est le milieu religieux qui nous a réveillés brutalement. Je venais de parler de M. Touré qui était basé à la Mecque. Mais dans la communauté soninké, on peut classer les érudits, les religieux en deux camps. Ceux qui disent que l'esclavage existe, pour que l'élément esclave puisse s'affranchir, ben, il faut qu'il aille voir son maître et payer l'argent. Il y en a qui disent que non, ça n'existe pas. Cette forme d'esclavage dont parle le texte sacré qui est le Coran, pour nous les musulmans, et que ces textes sacrés-là ne justifient et ne peuvent justifier aucunement de réduire un être humain à l'esclavage. Donc vous avez deux thèses. Maintenant, ceux qui disent que cet esclavage-là est justifié, ils ont leurs partisans, et ce sont eux qui sont en train de blesser, de verser du sang, de tuer au Mali, de détruire des maisons, d'expulser. Et ceux qui disent que cette forme d'esclavage n'existe pas, ils subissent tout le courroux, toute la méchanceté, tout l'extrémisme de l'autre camp. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même avant Gambanaro, ceux qui tenaient ces discours-là, qui disaient cet esclavage-là intracommunautaire, qu'il est nocif pour la cohésion sociale, qu'il est nocif pour la fraternité réelle, qu'il est nocif pour le progrès social, et se sont tués par des menaces, se sont tués par des agressions verbales, se sont tués par des chantages, généralement dans leur propre famille. Il y en a même qui ont eu des menaces de mort. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, avant Gambanaro, je peux vous citer 4 ou 5 érudits soninké. À chaque conférence, ils mentionnent que cet esclavage intracommunautaire, il est dangereux pour l'avenir de la communauté. Mais depuis qu'il y a Gambanaro, ils nous ont reproché que ce sont eux qui ont gonflé les esclaves, ce sont eux qui ont stimulé les esclaves, ce sont eux qui sont à l'origine de ce malheur. Parce que pour eux, Gambanaro, c'est un malheur. Le bordel, quoi. Voilà grosso modo. Côté religieux, il y a des érudits religieux, il y a des religieux qui font l'apologie de l'esclavage. Donc, en prétextant sur le Coran et les hadiths. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. C'est vrai. Et selon ce que vous dites, j'ai l'impression, enfin là, on a l'impression en vous écoutant que quand même pour l'instant le rapport de force reste, à cause de cette complicité de l'État en partie, reste du côté des traditionalistes. Tout à fait, des conservateurs. Maintenant, mais de toute façon, les États ne peuvent pas faire comme si ils ne peuvent pas être dans l'indifférence primaire. Ça, c'est fini, ça. Ils ne peuvent plus être dans l'indifférence primaire parce que il y a eu des condamnations. Au Mali, il y a eu des condamnations à la suite du meurtre d'Adjan Djoumé, le 1er septembre, de 4 de nos militants. Il y a plus de 35 personnes qui sont jetées en prison. En Mauritanie, hier, il y a eu un verdict des abolitionnistes, où il y a eu un qui a pris 6 mois de prison ferme, des 3 autres avec sursis. Deux autres avec sursis. Donc, ça veut dire que l'État, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous nous sommes imposés à l'État. Sinon, si l'État voulait régler, il suffit d'entendre des recours et demander à chaque préfet, à chaque gouverneur, de convoquer tout le monde, les gens de Gambanaro et ceux qui sont conservateurs, pour dire, écoute, voilà ce que dit la loi. Quiconque enfreint la loi fera la prison. Et nous, côté mauritanien, on a commencé quand même à avoir un peu de lueur, c'est quand on a commencé à jeter les gens en prison. Je vous ai parlé de Tapa Coulibaly. C'est quand ils l'ont mis en prison, beaucoup ont fermé leur bouche, beaucoup d'attitudes ont changé. Et l'État avait chargé les imams. L'État mauritanien avait chargé les imams d'expliquer à travers leur sermon de vendredi la loi 031-2015 qui est relative à la lutte contre la pratique de l'esclavage, c'est ça. En Mauritanie, même l'apologie de l'esclavage, il est interdit. Par exemple, moi, je ne peux pas écrire un article pour faire l'apologie de l'esclavage. Je ne peux pas tenir un discours ou une chanson ou un poème qui fait l'apologie de l'esclavage en Mauritanie.
L'arsenal juridique côté mauritanien, il est très complet. Je crois que l'État malien peut s'en inspirer, l'État sénégalais peut s'en inspirer, l'État gambien peut s'en inspirer. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est l'application concrète des lois. C'est ça le souci. Parce que les lois sont appliquées à géométrie variable. On sait très bien qu'il y a beaucoup de cadres arabo-berbères dans les quartiers chics de Nouakchott qui ont des esclaves, au vu aussi de tout le monde. Mais la loi est appliquée. Pour les faibles, on tape, on met en prison, on condamne avec sursis, si c'est de la prison ferme. Mais pour ceux qui sont puissants, qui ont l'argent, qui ont des millions, qui ont encore des esclaves, ben là, l'État ne le voit pas, ils sont myopes. Donc c'est une myopie sélective. Merci, M. Traoré. Est-ce que vous avez un mot à la fin, Bon, le mot de la fin que je veux lancer, je vais lancer surtout à toutes les sociétés ouest-africaines où cette problématique il existe. C'est de dire que si aujourd'hui on se cramponne ou on essaie de construire un argumentaire pour justifier l'esclavage ou nier qu'il n'y a pas d'esclavage, je crois que c'est tout simplement parce qu'on a un problème de code de valorisation. Parce que dans notre communauté, on est valorisé que par le patronyme qu'on porte. Et une société qui est souciée de son avenir ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, il y a le folklore, il y a l'histoire. Si c'est pour le folklore, ou lors d'une conférence, ou lors d'un débat, oui, ça, on peut dire que la société, elle était organisée comme ça. Comme la société française était organisée d'une certaine manière, comme la société italienne était organisée d'une certaine manière. Mais dire qu'on veut vivre aujourd'hui, en 2021, en 2020, comme on vivait en 1200, ça c'est vraiment ne pas être soucieux de sa propre communauté. Parce que il y a des exigences des réformes qui s'imposent à chaque communauté en certains moments de son histoire. La communauté soninké, on est dans une phase transitoire. Donc cette réforme-là, c'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Non, c'est pas... Moi, je cherche pas qu'on me dise, oui, moi, j'ai eu le dessus sur tel ou tel chef traditionnel ou sur tel ou tel chef marabout. C'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est que cette société se réforme. Et d'autant plus que la dimension que chaque intellectuel soninké devait prendre en compte, c'est que dans chaque pays, on est minoritaire. Donc, comment se fait-il qu'une entité aussi minoritaire que nous puissions laisser développer dans notre sein ces cancers-là? Aujourd'hui, beaucoup de villages ne peuvent plus faire de projets. Parce que le fonds qui alimentait ce projet-là, le fonds, il n'existe plus. Ou le fonds, il est bloqué. Je vous ai donné un village qui a sa caisse sous tutelle. C'est pas bon pour l'avenir de ce village-là. Parce que ces investissements qu'on fait dans le village, c'est ce qui justifie l'immigration soninké. Parce qu'on est venu pour investir dans le village. Si à travers une mentalité qu'on ne peut plus faire cet investissement-là, dont le pauvre en a besoin, et si on ne veut pas y faire face, c'est qu'on est égoïste, que cette fierté-là qu'on va manifester en tant que soninké à chaque fois, elle n'est pas justifiée. Moi, je dirais que c'est une fausse fierté. Parce que la fierté veut que les terres de ma communauté, je participe à ce qu'on les extirpe. Si on ne peut pas les extirper, au moins de laisser ceux qui ont eu l'intelligence de s'attaquer à ces terres-là. Donc nous ne sommes pas là pour une revanche, nous sommes là pour la réforme de la communauté. Et aux intellectuels soninké, j'ai dit ceci, ils m'ont trop déçu, les intellectuels soninké. Non, pourquoi j'ai dit ça? Quand il y a eu l'affaire de George Floyd aux États-Unis, on a vu des intellectuels soninké produire des très beaux textes, produire de très belles interventions. Quand il y a eu la vente des Noirs en Libye, on a vu des intellectuels soninké produire de très beaux textes, de très belles interventions, des cris de cœur. Et 4 morts à Djandjoumé, 4 morts à Djandjoumé, assassinés, jetés à l'eau. Aucun intellectuel n'a produit un texte, aucun. J'ai dit ça, ça s'appelle la honte et de l'indignité. On ne peut pas être digne d'appartenir à une telle communauté où les gens sont massacrés de la sorte et ne serait-ce que faire à produire un texte ou faire un communiqué pour condamner. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, je sais pourquoi. Parce que la pesanteur sociale est là. Et ça, ils ne le condamnent pas pour Gambanao. Ils ne le condamnent pas pour renforcer Gambanao. Ils le condamnent d'abord pour leur conscience. Ils devaient le condamner d'abord pour laver
leur indignité. Parce que moi je dis, ces intellectuels-là qui se tuent, qui font semblant de une indifférence alors qu'on ne sait pas, c'est pas une indifférence, pour moi je dis, ils font la honte de la communauté soninké. Dans un dernier atelier, il y a quelqu'un, pour finir avec ça, je parle beaucoup, dans un dernier atelier, j'ai discuté avec un monsieur qui se disait que lui, il est promoteur, qu'il est promoteur culturel, qu'il est Nyakamala. Il dit que dans la communauté soninké, il n'y a pas d'esclavage. Il essaie de trouver un argumentaire forcé, c'est le djonya, c'est la cousinerie à plaisanterie. J'ai dit non. La cousinerie à plaisanterie, ça veut dire que c'est entre certains patronymes. Par exemple, entre moi et un Djara, je peux dire tu es mon esclave, il peut dire je suis mon esclave. Mais entre le Djara et moi, il y a un pacte. Ce pacte est que si le Djara il est dans une colère noire, si je me présente, il devait cesser. Tout acte répréhensible. Si un Djara est en train de faire du bruit, j'arrive, je me présente en tant que Traoré, je dis écoute, au nom des liens séculaires qui unissent nos aïeux, tu devais arrêter ça. Il l'arrête parce que dans la mentalité mandingue, s'il ne l'arrête pas, il va être frappé d'un mal qu'on appelle le nyama. Donc il essaie de me faire croire que c'est pareil. J'ai dit non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et j'ai dit de tout le temps, combien veut dire esclave en soninké? De tout le temps. C'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a un débat social, où vous voulez me faire croire que non, l'esclavage n'existe pas, parce que personne n'est vendu, parce qu'on n'achète personne. Non. C'est pourquoi j'ai dit que cette définition-là que la Société des Nations nous a donnée, les chercheurs et les anthropologues devaient faire évoluer la définition, parce qu'elle n'englobe pas toutes les tragédies du monde. Voilà, pour finir. Voilà, merci Michael. Merci, M. Torres.